Tu penses qu'il n'y a qu'une seule façon de closer, c'est-à-dire qu'il n'y a qu'un seul style de closing? Eh ben non, on va le voir ensemble. On a tout d'abord ce qu'on appelle le closing conventionnel. Pour le closing conventionnel, c'est le closing qui est le plus pratiqué, en tout cas en francophonie de manière certaine, parce que c'est un closing qui est enseigné dans 99% des académies de closing. C'est aussi simple que ça. C'est un closing qui est relativement basique, qui va se permettre de creuser un peu les douleurs, les émotions, qu'est-ce qui va pas chez la personne, essayer d'aller loin pour que la personne comprenne que ça va pas du tout et qu'il faut changer ça. Voilà, ça c'est un petit peu l'idée du closing conventionnel tel que je l'ai appris lors d'une de mes premières formations en closing d'ailleurs. C'est bien parce que ça apprend une méthode que, ok, d'accord, les émotions c'est puissant, on peut aller jouer sur certaines choses, c'est bien. Donc il y a les émotions négatives qui sont très puissantes, c'est je ne veux plus être là, et il y a les émotions positives qui sont aussi très puissantes, je veux aller là-bas. Bon, dans le closing conventionnel, la plupart du temps on utilise les émotions négatives pour dire tu ne veux plus être là, donc il va falloir que tu ailles ailleurs. Alors quels sont les points forts de ce closing conventionnel? C'est vraiment la capacité à aller chercher justement ces dites douleurs, les trucs qui font mal aux gens, pour avoir une conversion très rapide. Parce que les gens, quand ils sont dans leur douleur, ils sont prêts à tout changer. T'es pas bien, t'es en dépression, t'es en train de chialer au téléphone avec moi, ouais bah t'as pas envie de ça, t'as plus envie de ça, bah tu changes. T'essayes de faire les choses, effectivement c'est un point fort. Bien que je ne partage pas la valeur réellement éthique de la chose. Les points faibles de ce closing-là, pour moi, c'est que, ok, il y a une conversion rapide, mais c'est pas sur du long terme. La plupart des gens se sentent un petit peu manipulés et se disent, ok, j'ai été converti, mais je suis rentré en tant que client, mais sur un moment de détresse. Et quand ils reprennent un peu leurs esprits, qu'ils se rendent compte que c'est possible peut-être de faire autrement et de viser plutôt un objectif positif que de se focaliser sur la merde qu'on a en soi, ça fait un peu culpabiliser, se dire, ah, est-ce que je me suis pas fait avoir? J'étais dans un moment de faiblesse. Il m'a mis dans un moment de faiblesse. C'est ça le pire, c'est que s'ils réalisent que vos questions l'ont entraîné dans un moment de faiblesse, pour pouvoir derrière closer, c'est un petit peu compliqué. Moi, c'est un truc qui me plaît pas forcément. Du coup, j'ai axé mon closing de manière un petit peu différente où on va comprendre la situation de la personne, on va savoir ce qui va pas, mais on va pas creuser au point de faire mal la personne pour qu'il change. Voilà, on va juste poser les bonnes questions pour que la personne sache où elle en est et qu'elle puisse ensuite prendre sa décision en âme et conscience, mais on va focaliser sur le positif plutôt que sur le négatif, les émotions positives. D'ailleurs, je me disperse un peu parce qu'on en parlera après. Là, on va parler de la deuxième méthode de closing que je connais très bien, c'est un petit peu le closing commercial. Donc un closing commercial, c'est tout ce qui se passe chez les commerciaux terrain. On a tous vu ça, les hommes en cravate, là, petit costard, petite cravate, avec le process, le petit cahier, on va chez les entreprises et on essaye de vendre des services, des produits ou autre chose. Ça existe aussi en closing en ligne, je l'ai vu, ça ressemble fortement à de la persuasion, donc c'est un closing de persuasion, c'est-à-dire que on va démontrer par A plus B que c'est une bonne chose de le faire. Regardez, c'est bien chez moi parce que si, parce que ça, regardez les prix que je vous fais, c'est mieux que chez la concurrence, machin. Et donc, on va aller un peu mesurer la taille de la quéquette par rapport à la concurrence, on va aller un petit peu dans de la persuasion pour dire, regardez, c'est bien, machin, tout ça. On est capable aussi de faire des rabais en permanence pour faire rentrer des gens en mode, voilà, je veux plus de clients. C'est un petit peu commercial. J'ai été commercial il y a quelques années de ça, il y a 10 ans ou un truc comme ça, pour vendre des produits. Et c'est un petit peu ce qui me dérangeait, c'est que quand j'allais faire des négociations avec certaines personnes, tu avais l'impression de devoir baisser ton froc pour vendre et pour avoir ta commission. Et j'aimais pas du tout ça, je trouvais que c'était ni bienveillant pour moi, ni bienveillant pour eux, et que c'était à aller à qui va trouver le meilleur juste milieu, à qui va gratter le dernier centime dans un sens ou dans un autre. En closing, ça existe un petit peu, il y a moins de négociations d'un point de vue prix, mais cette manière de faire n'est pas forcément adaptée aujourd'hui au marché, surtout en 2023. Donc le point fort de ça, c'est que la persuasion, c'est assez puissant, donc on va persuader des personnes qui peuvent pas dire non ou des choses comme ça, puisque là on n'est pas dans un contexte où ce sont des magasins qui achètent des produits, c'est souvent des services ou des formations ou des choses comme ça, donc on va profiter de notre capacité de persuasion pour pouvoir aller récupérer un maximum de conversion par rapport à ça, donc c'est un point assez fort en termes de conversion rapide. Bon, le point faible, c'est qu'un prospect, au bout d'un moment, quand on est là à lui balancer en permanence des choses dans la gueule pour qu'il fasse et essayer de persuader, tu sais, il a aucun scrupule à raccrocher. Il en a marre de vous entendre, ne l'écoutez pas, etc. Donc, il va raccrocher, il prend même pas le temps de vous dire non. Et parce qu'il n'y a aucun libre arbitre, en fait. C'est tout simplement, allez, fais-le, c'est ça que tu dois faire, machin, tout ça. De mon point de vue, en tant que commercial, c'est le meilleur choix pour toi, mais ça prend pas en compte le point de vue du prospect. Et donc, ça va forcément le braquer à un moment ou à un autre, mais c'est pas mon choix à moi, ça me braque un peu ce que tu dis, quoi. Enfin,
Il va peut-être pas le dire, mais ça va être un petit peu perçu comme ça. Personnellement, c'est un closing que je conseille d'abandonner complètement. Même des commerciaux terrain, moi j'en ai dans mon agence. À Digitalis, je fais de la digitalisation aussi pour les entreprises. Donc j'ai des gens sur le terrain. Ces gens-là sur le terrain n'utilisent en aucun cas ce système de persuasion, mais utilisent du closing de conscientisation comme j'apprends à tout le monde. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le closing conversationnel. Alors ça, c'est un closing qui me plaît énormément. Je trouve qu'il est extrêmement puissant. Il est cool. Ce closing-là, il est smooth. C'est-à-dire que tu parles avec la personne. T'as pas de script. T'as pas d'entrave, entre guillemets, par rapport à une structure à suivre. Je dis bien entre guillemets. Par rapport à ça, tu es vraiment fluide. Tu vas créer des phrases sur mesure. C'est-à-dire que c'est de l'improvisation. Tu discutes avec la personne. Et ce truc de discussion-là, c'est un des trucs les plus puissants qu'il peut y avoir en closing. Les points forts de ça, c'est justement que c'est une discussion. Le client sent que c'est pas de la manipulation, sent aussi qu'il est dans une vraie relation humaine, que ça se passe super bien et que c'est smooth, qu'est-ce que c'est fluide en fait. On parlerait comme à un pote, quoi. C'est vraiment exceptionnel de ce côté-là. Par contre, ça a un point faible pour moi, ce closing conversationnel. Et ce point faible, c'est que on ne peut pas débuter comme ça. C'est-à-dire que si tu débutes comme ça et que tu ne comprends pas quelle est la structure du closing, quels sont les points d'ancrage, comment on les met, pourquoi, quelles sont les phases de préqualification, ne pas oublier telle et telle étape qui sont hyper importantes pour pas avoir d'objection. Toutes ces choses-là, un débutant ne pourra pas le faire. C'est-à-dire que s'il ne suit pas une structure avec les points écrits, il va oublier des points. Et s'il oublie des points, il va avoir des objections. Et s'il a des objections, comment il s'en débat? On rentre dans un ping-pong et on n'est plus du tout dans une méthode de libre arbitre et c'est pas bon. Donc, c'est le gros point noir de cette méthode-là. Quoi qu'il en soit, tous mes closers d'élite utilisent la méthode de closing conversationnel faite avec Closing 360, mais c'est vraiment une méthodologie que j'utilise énormément. Par contre, pour la case débutant, je passe toujours par une case un petit peu plus classique qui leur permet de prendre les marques. Je fais souvent une analogie, un pilote de voiture. Au départ, qu'est-ce qu'il fait? Il apprend à passer les vitesses, ensuite, il a l'ABS, il a l'ESP, il a le machin pour pas déraper dans les virages, pour pas patiner, pour pas machin. Très bien, mais petit à petit, s'il veut s'améliorer, on va lui déconnecter les choses et puis il va se faire un tête à queue, deux têtes à queue, trois têtes à queue, il va aller tout droit dans le bac à sable une fois, deux fois, trois fois. Mais petit à petit, il va prendre la mesure des choses, il va être capable de le faire, il va être capable d'y arriver. Donc moi, je pars du principe que c'est step by step, comme quand tu dois piloter une voiture. Tu apprends au départ à conduire, à t'attacher, à passer les rapports, ensuite à freiner au bon moment, ensuite à prendre la bonne trajectoire, puis petit à petit à faire un petit peu le fou et aller beaucoup plus loin sans les aides. Par exemple. Il y a le closing en straight line, la ligne droite, donc par Jordan Belfort, le loup de Wall Street. Donc les avantages, les points forts de ça, c'est que ça va droit au but, on a un cadre, on a une structure à suivre, boum boum boum, on navigue là-dedans. C'est quelque chose que j'utilise pour naviguer dedans et ne pas trop sortir, parce que quand on sort trop, on risque de perdre aussi le prospect et son focus sur ses résultats. Donc c'est un gros point fort parce que ça permet d'aller d'un point A à un point B relativement rapidement. On va droit au but par rapport à ça. Autre chose qui est très très fort dans la straight line, c'est la déviation. La déviation qui est tout le temps sous-estimée. J'en ferai une vidéo là-dessus. La première objection, la plupart du temps, c'est un bullshit. Donc plutôt que de répondre et partir dans un ping-pong, ok, on dévie, on pose une question complètement différente. On amène l'attention à un endroit qui est important pour le prospect et on lui fait conscientiser les choses et si c'est ok pour lui, alors à ce moment-là il prendra la décision, il se rendra compte par lui-même que ce qu'il a dit c'était pas forcément bon. Et après on attend les autres objections s'il y en a encore. Mais la première objection on va la chercher. Et les points faibles de ça, c'est que c'est assez forceur, c'est-à-dire que c'est boucle sur boucle, on ne lâche pas le prospect jusqu'à ce qu'il soit converti. C'est clairement le cheval de bataille du loup de Wall Street, c'est de vraiment ne jamais lâcher le prospect tant qu'il n'est pas dans l'accompagnement. Or, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionne parce qu'après, j'ai fait d'autres vidéos sur ça d'ailleurs, vous pourrez peut-être voir, ça va générer plein de problématiques de satisfaction client, d'image de marque, de l'image du closer, de l'image de la société, du SAV, etc. Et c'est pas ce qu'on recherche. Donc, gros point faible là par rapport à la straight line. Et puis il y a le Closing 360. Alors le Closing 360, c'est fait chez AD Digitalis et du coup l'idée de ce closing là, c'est justement compte tenu que moi je me suis formé à différents types de closing, je me suis formé à tous ces closings là en fait, voir un petit peu les différentes approches, etc. Je me suis formé aussi au marketing et à l'approche psychologique humaine, c'est-à-dire que j'ai étudié le cerveau, les émotions, comment ça fonctionnait, afin de comprendre, en fait, exactement le processus du cycle de vente, mais dans le cerveau humain, pour pouvoir mettre les choses en place de la meilleure manière possible, pour pas qu'il y ait ce sentiment d'être forcé, pour pas qu'il y ait ce sentiment de ne pas prendre en compte ou de ne pas écouter le client, le sentiment de persuasion ou ce genre de choses-là. J'ai voulu annihiler tout ça, enlever tout ça. Alors, j'ai repris les points forts autant que possible de chacune des méthodes qui me convenaient. Donc, j'ai pris quelques points forts de la straight line qui me plaisaient bien, la déviation, la boucle que je trouvais très bien, le cadre que je trouvais intéressant. J'ai récupéré le closing conversationnel vers Elite, évidemment,
vraiment, c'est une tuerie absolue. Et j'ai relativement évincé le closing conventionnel et le closing commercial, je l'ai carrément annulé. Donc voilà, j'ai repris ça et j'ai essayé d'enlever les points négatifs. Donc on enlève le point de forçage, on enlève les points de tout ça pour essayer de donner le truc le plus smooth et le plus libre arbitre possible. En étudiant un petit peu les émotions et comment ça fonctionne dans le cerveau, c'est assez facile finalement de poser les bonnes questions qui vont faire que la personne prend sa décision en âme et conscience. En fait, il sait exactement où il va sans jamais être forcé. Et ça, c'est hyper fort quand on le comprend et quand on sait comment l'utiliser. Donc quels sont les points forts? Je dirais que ça reste fluide, on a un rapport exceptionnel avec les gens, c'est vraiment cool. On passe des appels qui sont très fluides, très cool. Il convient donc aux débutants parce que justement on a une structure pour les débutants qui fonctionne bien et qui marche avec des gros closes qui ont été faits par rapport à cette structure-là. Ça convient aux closers avancés, aux d'élite, parce qu'on a ce système conversationnel qui convient justement aux meilleurs closers qui ont vraiment l'habitude et qui maîtrisent parfaitement les structures. Et donc on s'adapte complètement aux besoins du prospect. Donc c'est vrai qu'on a un retour client très positif, on a des satisfactions, des résultats qui sont incroyables par rapport à ça. Et tous les jours, je me dis, ok, qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce closing-là pour que ce soit encore mieux. Donc en plus de ça, c'est un closing qui est en perpétuelle évolution pour s'adapter à l'époque à laquelle on est. Parce qu'il faut savoir que dans le digital, 2021 n'est pas pareil que 2022, qui n'est pas pareil que 2023. Et ceux qui vendent des accompagnements, par exemple, qui datent de 2019, 2020, 2021 ou 2022, sont déjà en retard sur ce qui se fait en 2023. Et ceux qui continueront en 2024 à vendre les programmes de 2023 seront en retard. Donc c'est perpétuelle évolution et c'est ce qu'on essaye de faire par rapport à ça. Quels sont les points faibles de ce closing 360? J'ai envie de vous dire aucun, parce que c'est mon accompagnement. J'ai quand même envie de soulever un point qui va être intéressant, c'est peut-être la conversion très court terme, puisque la conversion très court terme, comme je l'ai expliqué dans plusieurs vidéos, ça se fait beaucoup par la persuasion. On close à tout prix. On close ceux qui sont faits pour, ceux qui sont moyennement faits pour, et on close même ceux qui sont pas faits pour. Là, au moins, on est sûr de rentrer du chiffre d'affaires. Par contre, on prend jamais en compte le fait qu'après il y aura des remboursements, il faut embaucher du SAV, il faut faire ci, faire là, alors que moi, j'ai une personne qui fait un ticket ou deux par jour maximum parce qu'on est relativement peinard. Donc, le seul point que je pourrais dire par rapport aux autres, c'est vrai qu'on aurait tendance à vouloir dire on force un petit peu la vente parce que, en toute honnêteté, ça peut faire 3 ou 4 points de plus de conversion. Par contre, si je regarde sur lycée, sur 3, 4, 6 mois, le taux de conversion du closing 360 est bien plus élevé que n'importe quel autre taux de closing que j'ai eu à faire dans mes différentes formations. Parce que le taux de satisfaction client est quasiment de 100%. Donc ça, c'est incroyable. Et c'est pour ça que je continue toujours à améliorer ça, parce que ce que je veux, c'est qu'il y ait de réelles transformations. Ce que je veux, c'est que dans un accompagnement, il y ait de réels résultats et que les gens ne soient pas juste là pour avoir acheté une formation, nourri un petit peu un formateur et après, c'est bon, t'as payé, tu peux partir. La philosophie est un peu différente. Donc voilà, j'ose espérer qu'il n'y a pas trop de points faibles dans ce closing-là. Est-ce qu'il y a des choses à améliorer? Évidemment, tous les jours, on va les améliorer. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, vous. Quelle méthode vous utilisez? Est-ce que vous êtes sur le conventionnel? J'imagine que beaucoup d'entre vous êtes sur le conventionnel. Est-ce que vous utilisez la straight line? Est-ce que vous connaissez le Loup de Wall Street? Hormis le film, je parle pas que du film. Je parle de la méthode de closing. Est-ce que vous avez appris comment ça fonctionne, comment on fait les choses, la straight line, les 3-10, tous ces trucs-là, ce sont des techniques qu'ils utilisent. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous utilisez, comment vous l'utilisez et est-ce que vous pensez que justement il y a des points faibles et des points forts dans chacune de ces méthodes que je vous ai présentées. Allez, merci à vous.